commencer. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier rendez-vous du biodéchet. Je me présente, Mawena Tendar, je fais partie de l'équipe marketing et communication de Green Creative. Avec moi aujourd'hui, notre invité Jean-François Miellet et mes collègues de Green Creative, Renaud Moncel, qui prend le relais de Lucille Noury, présidente de Green Creative pendant son congé maternité. Et ma collègue Lara qui va suivre les questions sur le chat. Ok, super. Alors, avant de passer la parole à notre invité, je voulais juste dire 2 mots sur les rendez-vous du biodéchet. Donc, comme vous le savez, Green Creative est depuis maintenant 10 ans aux premières loges d'une filière du biodéchet qui ne cesse d'évoluer. Et donc, fort de cette expérience et des échanges réguliers qu'on a avec nos clients et partenaires, on souhaite contribuer à la progression de la filière en mettant en avant ses acteurs, ses actualités, ses défis à travers des conversations de 30 minutes à bâton rompu. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente notre invité aujourd'hui, Jean-François Miellet, président d'Ecovalim. Voilà, une activité de valorisation de biodéchets dans la région lyonnaise qui opère depuis 2011. Donc Jean-François est l'un de nos clients et partenaires de longue date. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il puisse nous partager son expérience d'entrepreneur et ce que ça veut dire concrètement de se lancer et de réussir dans le biodéchet. Alors pendant l'intervention de Jean-François, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On fera de notre mieux pour y répondre et on pourra également à la fin de ce rendez-vous partager une FAQ et les réponses à toutes les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre en live. Alors, Jean-François, je vous passe la parole pour que vous puissiez commencer par vous présenter vous et votre entreprise Ecovalim. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à participer effectivement à ce premier rendez-vous. Donc, pour faire rapide, Ecovalim, c'est une structure, comme vous l'avez dit, que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui s'est positionnée sur la collecte et le traitement des déchets alimentaires. Donc, quand on se reprojette 10 ans en arrière, effectivement, ça ne voulait pas dire grand-chose à l'époque, mais effectivement, on a décidé en son temps de se lancer dans cette aventure. Donc, aujourd'hui, Ecovalim, c'est quoi? C'est un acteur sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la collecte et le traitement des déchets alimentaires dans le monde de la restauration de manière générale et dans le monde de la distribution spécialisée. Donc, le monde de la restauration, c'est aussi bien la restauration commerciale que la restauration collective. C'est aussi la distribution spécialisée pour tous les acteurs, fournisseurs et partenaires de la restauration sous toutes ses formes. Et c'est aussi et surtout maintenant de plus en plus les acteurs de la collectivité locale, puisqu'effectivement, je pense que beaucoup d'auditeurs de ce jour sont interrogatifs et intéressés sur ce qui va se passer dans les années à venir et sur l'évolution effectivement de ce marché. Et ça passe évidemment par la mise en place de cette collecte sur l'intégralité des producteurs de déchets alimentaires. Et nous sommes tous potentiellement des producteurs de déchets alimentaires demain, puisqu'effectivement, dès 2023, ça concernera évidemment la partie des collectes des déchets des ménages. Donc voilà, donc Ecovalim s'est positionné là-dessus dans cette logique-là. Quelques chiffres aujourd'hui, c'est 2 agences clairement identifiées aujourd'hui, une au sud de Lyon et une sur Grenoble. C'est un peu plus de 6000 tonnes qui ont déjà été collectées sur l'année dernière. Et quand je dis 6000 tonnes, c'est 6000 tonnes tant de déchets vrac que de déchets conditionnés, donc toute activité confondue en termes de biodéchets. Et c'est une quinzaine de personnes réunies sur les 2 agences que nous sommes aujourd'hui, donc au sud de Lyon et sur Grenoble. Ok, super. Donc, Ecovalim va fêter ses 10 ans cette année. Qu'est-ce qui a changé depuis dans la filière? Ce qui a changé entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est que déjà, quand je parle de biodéchets, c'est un terme qui sonne aux oreilles de tout le monde. Il y a 10 ans, quand j'arrivais en parlant de biodéchets, en étant issu d'un des acteurs du monde du déchet, un peu plus généraliste, effectivement, on me prenait un peu pour un fou, puisque biodéchets, ça n'existait pas. Déchets alimentaires, éventuellement, on comprenait ce que ça voulait dire. Donc, ce qui a évolué, c'est surtout cette sémantique, cette connaissance de ce sujet et de ce déchet, et cette prise en compte du besoin vital
que de mettre en place ce tri à la source et surtout ce retour au sol, puisque c'est vraiment ce qui anime notre quotidien, c'est de tout mettre en œuvre pour gérer et répondre à nos obligations réglementaires. Et ces obligations réglementaires, c'est le retour au sol. Alors, je ne suis pas un ayatollah de l'environnement, mais je pense qu'effectivement, il est urgent d'aider Mère Nature à au moins essayer de ne pas être impacté ou que nous ne soyons pas impactants avec, ou plus que nous ne sommes déjà aujourd'hui, sur cette filière et sur ce déchet-là qui est facilement valorisable ou surtout facilement gérable pour effectivement être le moins impactant possible. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes lancé concrètement? À quoi a ressemblé cette période de démarrage dans cette filière du biodéchet? Et est-ce que vous avez quelques bonnes pratiques à partager avec nous? Alors, comme je le disais, effectivement, il y a 10 ans, c'était pas simple. Donc, ce qui nous a motivé là-dessus, c'était l'évolution de ce qu'allait être la réglementation et tout le système de taxation qui allait se rattacher à la partie gestion du déchet. Et ce qui a été le succès d'Ecovalim, mais ce qui nous a pris le plus de temps possible, c'est effectivement la communication, la gestion et la formation ou l'information transmise auprès des producteurs de déchets alimentaires. C'est qu'effectivement, depuis que cette filière s'est développée, ce qui a vraiment changé, c'est le geste de tri. C'est l'obligation pour les producteurs de déchets alimentaires que de dire, bah, OK, c'est une action de tri supplémentaire. On avait déjà le carton, on avait déjà le verre, le plastique et ce genre de choses qui étaient connues de tous les acteurs du monde de la restauration. Et donc, ils s'étaient organisés avec leurs équipes en tant que telles. Mais ce qui a vraiment été une modification et la partie la plus compliquée pour nous, ça a été effectivement d'accompagner tous ces producteurs de déchets dans la mise en place de ce nouveau geste de tri et de la mise en place de cette nouvelle filière avec tout ce que ça comporte, puisque le déchet alimentaire est un déchet, je dirais sale, ou devrais-je dire plutôt salissant, donc un déchet qui est pas simple aujourd'hui euh, à mettre en œuvre dans les filières et chez nos acteurs ou chez nos producteurs ou chez nos clients plus particulièrement, puisqu'effectivement, on est sur des déchets humides avec tout ce que ça comporte. C'est un déchet qui est lourd aussi. Donc voilà, donc, la partie la plus compliquée ou qui nous demande le plus de temps, c'est l'accompagnement au geste de tri et c'est de faire comprendre à nos clients ce que c'est qu'un déchet alimentaire, puisque même si on a l'impression que tout peut être simple sur le sujet, de faire comprendre à un client qu'une coquille d'huître ou une coquille de moule, ce n'est pas un déchet alimentaire, mais pourtant c'est bien un déchet alimentaire, mais que dans une filière dite de retour à la terre, c'est un déchet qui doit être considéré comme un DIB ou comme un déchet qui est non valorisable en tant que tel. Donc voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple sur la complexité qu'est notre quotidien pour faire comprendre et accompagner nos clients dans la mise en place de ce geste de tri et le montage de la filière. Et est-ce qu'il y a des réseaux en particulier sur lesquels vous avez pu vous appuyer en vous lançant des organisations que vous recommanderiez pour d'autres entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans le biodéchet? Et évidemment, il y a tous les réseaux locaux, il y a tous les réseaux de chefs d'entreprise, les réseaux d'activités commerciales et économiques sur chacun de nos territoires ou des territoires sur lesquels tel ou tel chef d'entreprise potentiel voudrait se lancer sur le domaine. Donc, je vais vous citer la CPME, les chambres de commerce, etc. Mais ça, tout le monde connaît. Après, vous avez effectivement la mise en place ou la gestion des réseaux des acteurs du déchet. C'est-à-dire que nous, on s'est positionné vraiment que sur la partie déchets alimentaires et une grosse partie de notre réseau, et ce qui nous a permis de nous développer, c'est nos partenaires qu'on pourrait dire aussi comme nos concurrents. Je vais citer au moins 3 pour être dans la règle. Je vais citer Suez, je vais citer Veolia, je vais citer Paprec, qui sont des acteurs du monde des déchets et qui pourraient être des concurrents, mais qui, dans notre organisation à nous, sont surtout des partenaires et font vraiment partie de notre réseau, puisque le déchet alimentaire est aussi un déchet qu'on va cataloguer d'un déchet diffus, c'est-à-dire dans certains cas en petite quantité, pour lequel ces majors de la gestion du déchet en France ne sont pas forcément armés pour répondre aux besoins et aux attentes des clients. Donc, une des plus grosses composantes de notre réseau, c'est les concurrents et partenaires du monde du déchet, envers qui on apporte une offre précise et un accompagnement partenarial un petit peu particulier. Donc ça, c'est la plus grosse partie de notre réseau
professionnel et commercial et développement. Après, le reste, effectivement, chaque territoire peut avoir des réseaux ou des organisations un petit peu différentes. Et c'est sans oublier, évidemment, tous les réseaux professionnels, les syndicats du monde de la restauration, etc., qui sont évidemment des partenaires d'importance et de premier choix avec qui on communique pour le montage de la filière et pour le développement de ce qui est nécessaire et qui s'adaptent le mieux possible à leurs adhérents à eux, c'est-à-dire les restaurateurs. Ok, très bien. Parlons un petit peu de l'équation économique, des financements dont vous avez peut-être fait l'objet, un modèle d'affaires rentable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors là, c'est jamais simple quand on se lance dans le projet. En plus, nous, on est parti vraiment de page blanche, c'est-à-dire qu'on a vraiment créé Ecovalim en se lançant sur le projet de cette mise en place d'une filière de biodéchets sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'était pas simple, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, on était pris un peu pour des martiens en voulant se lancer sur le débat. Donc, cette première phase de mise en place de financement était compliquée pour nous. Elle l'est sans doute un peu moins maintenant pour les nouveaux acteurs qui voudraient arriver. Donc là, sur la mise en place du financement, encore une fois, il y a tout ce qui peut exister aujourd'hui avec les aides diverses et variées de l'ADEME, de la BPI, etc. Là où moi je voudrais insister, c'est sur le besoin que des nouveaux porteurs de projets ou des acteurs qui voudraient se lancer dans les biodéchets ont vraiment besoin de réfléchir. C'est sur là où se trouvent les besoins économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système français de gestion du déchet qui dit pollueur-payeur. Et de ce fait-là, il faut vraiment intégrer que toute la chaîne de valorisation du monde du déchet alimentaire doit pouvoir effectivement être rémunérée à juste titre. C'est-à-dire nous, collecteurs, puisque nous, Ecovalim, on intervient sur la collecte, mais aussi sur la partie pré-traitement, fabrication de soupe de biodéchets avec l'aide de Green Creative et les machines qui nous fournissent. Mais derrière, il y a aussi la partie physique du retour au sol, c'est-à-dire les plateformes de compostage ou les filières de méthanisation, que ce soit en injection ou en cogénération électrique. Et là, effectivement, il y a un vrai besoin de connaître et de maîtriser effectivement un équilibre économique pour tous les acteurs qui interviennent sur toute la chaîne. Donc, le modèle économique de lancement d'un projet, là, il est propre à chacun, il est propre aussi à chaque région, mais surtout, c'est qu'il faut intégrer le fait que sur chaque région, il peut y avoir des vraies particularités. On entend dans certains milieux que la soupe de biodéchets peut se vendre pour entrer en méthanisation. C'est peut-être possible sur certains territoires de France, parce qu'effectivement, ils ont pléthore de filières de méthanisation ou de filières de compostage. Sur notre territoire que je connais bien, aujourd'hui, ça ne peut pas être le cas, parce qu'effectivement, il y a pénurie de filières de méthanisation ou de filières tout court. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut bien intégrer et ne pas succomber au chant des sirènes de dire, OK, aujourd'hui, une soupe de biodéchets, c'est quelque chose qui vaut économiquement une rentabilité. Donc attention à tous les porteurs de projets qui pourraient fantasmer un peu là-dessus. Ce n'est pas la réalité de ce qui se passe au quotidien à aujourd'hui. Demain, la filière peut évoluer, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Très bien. Alors, avant de passer aux questions, je vois qu'on a pas mal de questions sur le chat. Est-ce que vous pourriez nous partager un peu vos perspectives de croissance de la filière? Quelles évolutions vous voyez? Puis vous y faisiez référence tout à l'heure, la généralisation du tri à la source fin 2023 qui va amener les collectivités aussi à devoir assurer, à faire partie finalement de cette filière du biodéchet. Comment est-ce que vous voyez, vous, les 10 prochaines années? Alors, je vais répondre en deux temps à cette question. Il y a une première réponse sur l'évolution qui est liée effectivement à l'évolution de la réglementation. 2023, c'est presque déjà hier. Donc, effectivement, je le disais un petit peu tout à l'heure, on va être tous concernés, aussi bien à la maison que tous les acteurs qui ne le sont pas encore aujourd'hui, sur la mise en place de cette collecte à la source de tous les biodéchets, de tous les déchets alimentaires. Donc, ça, c'est une véritable tranche d'évolution et d'évolution et de perspective de croissance pour tous les acteurs du monde du déchet aujourd'hui, et donc bien évidemment Ecovalim. Par contre, je pense aussi qu'il y a une véritable évolution qui est en train de s'opérer depuis quelques temps déjà au sein des collectivités surtout, et dans le monde de tous les acteurs qui touchent de près ou de loin le monde du déchet, c'est que on n'est plus à l'ère où effectivement le déchet fait des centaines de kilomètres. Donc je pense qu'aujourd'hui, la logique de circuit court, de territorialité, d'économie circulaire évidemment, mais surtout de circuit court et territorialité, est un vrai sujet, est un véritable objectif. Donc c'est là pour le coup, pour reboucler avec les perspectives d'évolution d'Ecovalim, c'est exactement l'axe dans lequel on va se positionner. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines, on a lancé, nous, notre
notre phase de croissance et de développement sur d'autres territoires par un système de mise en place de concessions, de franchises, on les appelle comme on veut. Et on croit beaucoup plus effectivement à l'accompagnement avec des porteurs de projets qui pourraient fédérer ou adhérer au concept Ecovalim et se positionner eux-mêmes sur leur région pour effectivement apporter cette même logique de circuit court, de territorialité, de répondre vraiment à un besoin local, à plus forte raison, encore une fois, je me répète, par rapport à ce qui va se passer en 2023-2024 sur la collecte en porte-à-porte, qui va être un vrai sujet, qui va être un vrai sujet, et les axes de développement d'importance pour la filière du biodéchet. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jean-François. Je vois les questions là sur le chat. Bonjour à tous. Des solutions existent aujourd'hui en collecte et traitement hors site. Quelles solutions sont possibles aujourd'hui pour un traitement in situ sur site des biodéchets? Alors, comme je me le plais à le dire souvent, dans les quelques interventions que je peux faire, il n'y a pas une solution pour le traitement du biodéchet. Nous, aujourd'hui, Ecovalim, on a pris le parti de la méthanisation à 90 ou à 95%. Mais effectivement, il y a d'autres solutions. Et par rapport à cette question, la solution, c'est toute la partie du compostage particulier, du compostage collectif. Il y a les solutions, effectivement, de traitement ou de pré-traitement mécanico-biologiques. Aujourd'hui, je ne vais pas faire l'apologie de certaines marques, mais on a effectivement des systèmes de déshydratation, on a des systèmes de compostage mécanique qui peuvent exister, etc. Donc, il y a plusieurs solutions in situ. Et je pense qu'il n'y a pas une solution qui répond à la question, au même titre qu'il n'y a pas une solution qui répond à du traitement de déchets conditionnés tels que Green Creative. Il n'y a pas que Green Creative, c'est une des solutions, une des composantes. Et c'est la même chose pour le pré-traitement ou le traitement in situ. Après, attention aux solutions de traitement in situ, attention à la réglementation. Notre beau pays, la France, est un vrai pays réglementaire, donc attention aux solutions que vous pourriez choisir, parce qu'effectivement, si vous mettez des solutions de traitement ou de pré-traitement in situ, vous êtes considéré comme un acteur du traitement du déchet et suivant les volumes, etc., vous êtes concerné par la mise en place d'une réglementation comme nous, on l'est aujourd'hui sur nos sites de traitement ou de pré-traitement. Donc, attention à ça. Mais sinon, voilà, il y a une multitude de solutions. Aujourd'hui, quelle est la meilleure? J'en ai fiche aucune idée. Je pense que chaque problématique doit pouvoir trouver une solution aujourd'hui sur ce qui existe. Il y a encore des choses qui sont émergentes et qui vont, je pense, évoluer dans un avenir très proche avec des mixtes de produits entre du pré-traitement, du pré-déconditionnement, etc. Je pense qu'il y a encore de très belles places pour DGO Trouve Tout à nous trouver une des autres solutions potentielles sur le traitement in situ. Très bien. Quelques questions là sur votre modèle. Les plateformes de traitement appartiennent-elles à Ecovalim? Alors, tout ce qui est pré ou déconditionnement, là où on a les outils Green Creative, évidemment, tout ça appartient à Ecovalim. La partie collecte est une collecte entièrement intégrée, donc les véhicules, les chauffeurs, toute la collecte est organisée et détenue à 100% par Ecovalim. Par contre, sur les filières de traitement, donc les plateformes de méthanisation, en ce qui nous concerne, on est partenaire et concerné et impliqué sur certaines plateformes, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une filière de méthanisation qui nous appartient. On espère qu'effectivement un jour la volumétrie nous permettra effectivement de développer notre propre unité de méta, mais pour l'instant c'est pas l'ordre du jour, ni pour des questions économiques, ni pour des questions de volume, et encore moins pour des questions de besoins en couverture territoriale aujourd'hui, encore une fois dans la logique de circuit court et de territorialité, là où aujourd'hui Ecovalim est installé. Alors, je rebondis là sur la volumétrie. Y a-t-il des tonnages nécessaires pour mettre en route des méthaniseurs? Oui, mais encore une fois, une méthanisation ne peut pas tourner, vu de ma chaise, et ça c'est mon avis personnel, ne peut pas tourner qu'avec des biodéchets. C'est comme un composteur ne tourne pas qu'avec des restes d'assiettes. Il faut effectivement un certain nombre de structurants. Donc une méthanisation tourne avec du structurant, c'est-à-dire avec des effluents d'élevage, avec des déchets verts, avec des effluents d'industrie agro, etc., etc. Donc, c'est difficile de répondre à cette question, mais effectivement, une unité de méta
qui se respecte, qui va être aux alentours des quelques milliers de tonnes. Je vais donner une fourchette entre 7, 8 et 15 000 tonnes, effectivement. Voilà, ou pour répondre précisément, à moins de 6 7 000 tonnes, c'est compliqué d'imaginer de développer une unité de méta qui va pouvoir effectivement traiter du biodéchet. Par contre, si une unité de méta ne traite que des effluents agricoles, là c'est différent, ça peut être un peu plus bas en termes de volumétrie, mais pour faire du biodéchet, il faut un minima effectivement ce genre de tonnage. Vous parlez de circuit court, ça veut dire quoi? 100 km, 60, 10 km? Qu'est-ce qu'un circuit court pour Ecovalim? Encore une fois, ça dépend des régions, ça dépend du maillage que l'on peut avoir et de la densité, effectivement, du nombre de producteurs que l'on va avoir sur telle ou telle surface. Aujourd'hui, dans le cas Ecovalim que je connais, c'est nous au maximum, 80 km de rayon autour d'une base logistique. Donc aujourd'hui, on a comme je le disais, une base au sud de Lyon et une autre à Grenoble. La première concession ou franchise qu'on vient d'ouvrir, elle est à Mâcon, au nord de Lyon. Voilà, si vous avez en vision la carte de France, Mâcon, Grenoble, sud de Lyon, on est effectivement dans cette logique de rayon de 80 km. Et c'est ce qui nous paraît cohérent. Mais c'est ce qui nous paraît cohérent sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Je pourrais revoir ma copie si demain on se posait la même question pour les plaines du Larzac, bien évidemment. Donc voilà. Oui, bien sûr. Sur des zones densifiées, c'est à peu près ça. Comment cette sensibilisation dont vous parliez tout à l'heure, Jean-François, et la pédagogie que vous faisiez auprès de vos clients et partenaires sur le tri, comment est-elle perçue par vos clients? Le tri des indésirables est-il respecté? Elle est bien perçue parce qu'effectivement, un client qui va se lancer dans la mise en place de cette filière spécifique et du geste de tri, c'est qu'il le souhaite. Donc, s'il le souhaite pour des raisons économiques ou il le souhaite par des raisons propres de valeur ou d'éthique ou de respect d'un certain nombre de choses. Donc, elle est bien perçue parce qu'à partir du moment où il fait le cheminement de se faire accompagner par Ecovalim ou par nos partenaires, il s'implique dedans. Donc, celui qui le fait pour des raisons de prix, il le fait bien aussi parce que la sanction, elle est aussi économique. C'est-à-dire que si le geste de tri est mal fait et que l'on retrouve des indésirables dans son bac de biodéchets, bah, la sanction économique, elle tombe puisque le DIB ou les ordures ménagères ou les refus de tri aujourd'hui coûtent de plus en plus cher. Encore une fois, sur notre territoire ici, Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça va vraiment généraliser au niveau national. Donc, quand on va facturer, je prends un exemple, mais on n'est pas loin de la vérité, quand je vais facturer 100 € la tonne pour traiter du biodéchet à un client qui a décidé de se lancer dans l'aventure et que s'il fait mal son geste de tri, le bac va être déclassé et on va lui facturer 200 € la tonne parce qu'effectivement, ses opérateurs, ses collaborateurs ou ses agents de tri n'ont pas bien fait le geste de tri. La communication économique est bien perçue parce qu'effectivement, ça pique un peu les yeux et très rapidement. Les acteurs qui décident de se lancer, je pense particulièrement dans le monde du scolaire, souvent c'est accompagné d'un projet éducatif, que ce soit dans les écoles ou même dans les lycées. Il y a un vrai projet éducatif autour de ça. Donc effectivement, il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup de communication qui est gérée par les enseignants, qui fait que notre propre accompagnement est nécessaire et bien perçu parce qu'effectivement, il y a toute une chaîne de décision qui est dans cette logique de mise en place de la filière et donc de ce fait-là qui accepte effectivement et notre aide et notre dirigisme un petit peu effectivement sur la mise en place de ce geste de tri. Très bien, merci. Alors, je regarde les questions. Alors, on a quelques questions techniques, notamment sur les modalités de traitement du marc de café que vous proposez. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans le détail là-dessus. Oui, on peut faire un petit parallèle là-dessus. Donc aujourd'hui, le marc de café, c'est un vrai déchet en quantité importante. Je vais citer un chiffre dans le monde de la distribution automatique. Vous savez, les machines à sous où vous allez boire votre café à la pause de 10 heures. Rien que les acteurs de la distribution automatique, c'est au minimum 500 000 tonnes de marc de café produits par an. Et c'est un gisement qui n'est pas capté aujourd'hui. Donc il y a un vrai potentiel, il y a un vrai besoin. Par contre, c'est un déchet qui est certes un déchet alimentaire, qui est un déchet organique, qui va très bien au compostage. On connaît tous les remèdes de grand-mère qui disaient qu'il fallait le mettre au pied des rosiers. Donc aujourd'hui, on ne va pas réinventer la poudre. Par contre, c'est un déchet qui a une vraie qualité sur plusieurs axes. C'est un vrai déchet intéressant sur un PCI, c'est-à-dire un pouvoir calorifique pour produire et dégager de la chaleur. Et on s'est aperçu, nous, sur une phase de R&D, que c'était aussi un élément intéressant comme taux de charge, comme matière de charge pour produire
produire ce qu'on appelle un plastique biosourcé. Donc, on a réussi à développer, à fabriquer du plastique à base de marc de café. Donc, c'est un vrai sujet. C'est une vraie filière que l'on a développée depuis ces 10 ans au sein d'Ecovalim, toujours dans cette logique d'économie circulaire, puisque pour reprendre l'exemple du plastique que l'on fait, on fabrique par exemple des plateaux de cantine, et on parlait du scolaire tout à l'heure sur l'accompagnement du geste de tri. Et je vous laisse tous arriver à la conclusion par vous-même, c'est que quand on va expliquer aux jeunes qu'effectivement le geste de tri sert à quelque chose et qu'on lui explique que son papa ou sa maman qui a lui aussi fait le geste de tri dans le restaurant d'entreprise où il travaille en mettant de côté le marc de café et que grâce à ça, effectivement, il a un plateau de cantine qui est fabriqué en marc de café, la boucle est bouclée et la démonstration se fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le marc de café, c'est une vraie filière chez nous, c'est un vrai axe de développement, un vrai produit avec un support intéressant, mais qui a aussi sa propre complexité parce que c'est encore une filière à mettre en place sur la collecte, c'est-à-dire effectivement, on ne peut pas le mélanger, on ne peut pas sortir le marc de café, mélanger au milieu des biodéchets. Donc ça veut dire vraiment une méthode de collecte spécifique et dédiée. Donc voilà, donc c'est pas simple, mais il y a des solutions intéressantes que l'on a développées, comme je le disais, depuis 10 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, mais les axes sur lesquels nous on s'est positionné aujourd'hui donnent des signes très intéressants et des retours de satisfaction aussi plaisants de la part de nos clients. C'est-à-dire effectivement cet accompagnement à la concrétisation du geste de tri est très très bien perçu. Et je vous laisse Super. imaginer que si demain nos poubelles de collecte de biodéchets étaient fabriquées en plastique fabriqué à base de marc de café, là, on aurait touché le Saint Graal en ce qui nous concerne, effectivement, sur nos propres objectifs. Absolument. Alors, le biodéchet peut être traité sur d'autres départements que le lieu de production, ce qui n'est pas le cas des déchets banals des ménages départementaux. Êtes-vous soumis au schéma directeur de gestion des déchets? Encore une fois, tout dépend du schéma départemental, puisque c'est un schéma départemental. Donc, effectivement, je n'ai pas d'avis sur et de vision et de connaissance sur tout le territoire. Je ne sais pas répondre à cette question. En ce qui nous concerne, c'est aussi pour ça qu'effectivement, on s'inscrit dans une logique de territorialité. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on collecte sur le 69 est traité sur le 69 et ainsi de suite. Seul le 38, aujourd'hui, ne répond pas à la règle parce que je n'ai pas de filière de méthanisation agréée SPA3 dans la logique qui est la mienne et dans les critères de sélection qui sont les miens. Donc aujourd'hui, le 38 est traité effectivement sur le 69, mais ça devrait être quelque chose qui va être remédié très prochainement. Mais voilà, après, sur le schéma départemental, encore une fois, je pense que ça dépend vraiment et d'une région à l'autre. Donc là, désolé, mais je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Okay. Quelle destination pour les huiles alimentaires usagées? Aujourd'hui, toutes les huiles alimentaires usagées qu'on collecte, nous s'en vont sur une filière de biodiesel, fabrication de biodiesel. Donc, on a deux partenaires sur le sujet. On a un partenaire qui est sur le nord de la France, qui a développé une usine de fabrication de baissant, donc sans trop rentrer dans de la technicité, mais le baissant, c'est quoi? C'est un diesel qui est exclusivement fabriqué à partir des huiles alimentaires usagées. Donc, on est très proche de ce partenaire qui s'appelle GECO sur l'île et pour lequel on envoie une grosse partie de nos flux collectés pour fabriquer du biodiesel qui s'en va dans les bus scolaires de la ville de Lille et dans les véhicules de voirie, de nettoyage de la voirie de Lille et donc de la MEL qui est l'organisation du territoire de Lille et qui a la compétence sur la partie traitement des déchets, entretien des voiries, etc. Et sinon, accessoirement, on travaille aussi avec une autre usine qui est dans le 78, qui, elle, est détenue par Dielix, qui dépend du groupe SARP et donc Veolia, et qui, eux aussi, font du biodiesel, mais plus dans une logique de B30, c'est-à-dire du biodiesel qui est plus accessible à la pompe chez Monsieur Total ou chez Monsieur Shell ou chez Monsieur qui vous voulez. Très bien, merci beaucoup Jean-François. On arrive à la fin de notre temps. Pour rassurer les participants, on a bien pris note de toutes vos questions et on vous enverra un mail très prochainement avec le replay de cette intervention et avec la réponse à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre en live. Merci beaucoup Jean-François encore pour votre temps et pour ce partage d'expérience. À Merci à bientôt. vous. À bientôt. Au revoir.
Alors, je m'assure juste qu'on ait le temps de prendre toutes les questions avant de quitter le webinaire. C'est bon, Mawena, on a toutes les questions. Ok, super.